Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode du balado Femmes de terre, Femmes de tête. Je suis Catherine Rousseau. Et je suis Jessica Elie-Léonard. Et nous sommes vos animatrices. Femmes de terre, Femmes de tête est présenté par les agricultrices du Québec, le réseau de référence pour le succès des agricultrices et d'une agriculture durable. C'est également la seule organisation agricole du Québec dédiée exclusivement aux femmes du secteur agricole. Ce balado est rendu possible grâce à Innovation, Sciences, Développement économique Canada et l'espace Coworking de Longueuil. Pour cet épisode, nous avons décidé de vous emmener dans un petit village de l'Estrie qui a su faire de l'agriculture un véritable levier de développement et de revitalisation. À travers le témoignage d'un natif du village et ancien maire, on découvre comment une initiative agricole locale, entre autres, portée par la participation citoyenne et l'engagement des élus, ont transformé la communauté. Tel que mentionné, et pour nous accompagner dans ce sujet, nous avons fait appel à un expert, M. Philippe Pagé, directeur général chez Viapol d'expertise en services conseil agricole, figure politique et ancien maire de ce fameux petit village. Bonjour Philippe, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour mesdames, ça me fait plaisir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comment prononçons-nous le Saint-Camille? On dit Saint-Camille ou Saint-Camille? C'est une excellente question. Notre fondateur était un poète à ses heures, puis c'est un peu de cette façon-là qu'on est capable d'avoir la bonne réponse, je crois. Dans un poème qu'il a écrit dans la fin des années 1800, il faisait rimer le nom de notre village avec famille. Donc, ça nous laisse présager qu'on devrait dire Saint-Camille, puisque ça rimait avec famille. À moins qu'on dise famille, mais je suis pas certain. Comme moi, à l'école, on m'a appris famille. Oui, moi aussi. J'aurais tendance à dire Saint-Camille. Donc, dorénavant, on va dire Saint-Camille. Ouais, et ce n'est pas sainte. Non, c'est un homme, là. Voilà. Saint-Camille. Saint-Camille. Donc, d'entrée de jeu, on a démystifié. Voilà. Donc, vous êtes né à Saint-Camille? Même pas. Non. Moi, mes parents sont venus s'établir à Saint-Camille. C'est des gens qui ont démarré en production porcine. Je suis arrivé, j'avais 9 ans. Ma famille est originaire de Laval. Très quand même. exotique. Mais c'était des producteurs agricoles de Laval. Ma famille, à l'époque où il y en avait davantage. Mon père, sa famille, était de la production maraîchère. Puis ma mère, c'était plus des serres de tomates là, qu'il y avait eux autres. Puis pourquoi la production porcine? C'était une production qui était accessible, si on veut, dans le milieu des années 90. Là, ils ont réussi à devenir agriculteurs en étant intégrés là, avec un producteur de la région à l'époque. Là. Ils se sont émancipés de ce système-là, puis c'est mon frère aujourd'hui qui a pris la relève. Là, j'allais te poser la question, justement, est-ce que tu as repris la relève? Non, pas du tout. Là. Moi, j'ai un frère jumeau dans la vie qui s'intéressait à ça déjà depuis notre... On salue le frère jumeau de Philippe. On le salue. Et dans le fond, Sébastien et sa conjointe, c'est eux qui ont pris la relève de la ferme. Fait que je suis à Saint-Camille quand même depuis 1995. Quand même. On peut dire que tu es un natif. Comment qu'on appelle les citoyens de Saint-Camille? Des Camillois puis des Camilloises. Voilà. Donc, l'agriculture a quand même joué un rôle important dans ton enfance. Oui, majeur. Là, je veux dire, quand on a quitté Laval, justement, c'était clair que c'était pour s'établir sur une ferme. Là. Puis c'était une ferme porcine qui était, à l'époque, on était naisseur-finisseur avec 150 truies. Là. On est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Là. Mon frère puis sa conjointe, c'est plus autour de 6000 truies, naisseurs seulement, là, sur 2 sites. Fait que c'est quand même... ça a été important pour moi, l'agriculture, dès mon enfance. Et j'ai une petite question. Comment est-ce que tu décrirais le village de Saint-Camille en quelques mots? En quelques mots, c'est difficile parce qu'on est un village assez complexe, là, puis qui a plusieurs facettes. Là. C'est facile des fois avec l'identité qu'on a de nous donner peut-être juste une carte. Là. Mais on est un village assez traditionnel, mais qui a su, je pense, profiter de la richesse des individus qui y restent pour... se développer, s'identifier. Là, je vous dirais, là, Saint-Camille, c'est un village, c'est une communauté qui est apprenante, innovante et solidaire. C'est ça notre slogan. C'est votre slogan pour... Puis on l'a mentionné d'entrée de jeu, tu as été maire, tu as fait combien de mandats pour... Moi, j'ai été élu en 2017, j'avais 31 ans, puis j'ai terminé mon deuxième mandat l'an dernier, en novembre 2025, dans le fond. Puis qu'est-ce qui t'a mené à devenir maire? Puis tu me parlais un peu du processus. Oui, mais moi, j'étais déjà impliqué en politique à l'époque. J'ai un parcours un peu particulier en même temps. J'ai étudié en enseignement secondaire. Je voulais enseigner l'histoire puis la géographie. Tellement vu prof, là. En même temps, je suis surprise, pas surprise, on dirait. Moi, je dirais que je le vois, là. On gradue de l'université quand même à un jeune âge, là. Puis, en tout cas, moi, dans mon cas, ça a pris peut-être beaucoup de
plus de temps qu'avant que je devienne mature, là, je dirais. Fait qu'à 22, 23 ans, je trouve pas que je me remets à cet âge-là. Là. Je pense pas que j'étais assez solide pour me retrouver devant des jeunes. Ils ont tendance à nous bousculer des fois dans nos valeurs ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ce serait probablement différent. Mais c'est quand même de la maturité de dire que tu n'étais pas assez mature. Ouais, j'imagine le reconnaître, oui. là, tu sais, là. Puis, fait que moi, j'ai bifurqué vers la politique en 2012. Il y avait la grève étudiante. Une petite grève, exact. Ça, au Québec, hein? J'étais en stage, moi, à cette époque-là. Fait que j'étais moins touché directement par les cours. Mais il y a une campagne électorale qui s'est déclenchée au mois d'août. Puis, ça tombait bien vu qu'on était en vacances de l'école. Puis je me suis impliqué quand même beaucoup là, pour le candidat du Parti québécois qui était dans mon coin à Sherbrooke. Puis quand il a gagné, il est devenu ministre de la Santé. Puis j'ai été nommé à son cabinet ensuite comme conseiller politique. Fait que j'ai travaillé pour le ministre de la Santé pendant l'éphémère gouvernement de Mme Marois. Fait que je suis revenu à Saint-Camille ensuite, là, en 2014, quand on a perdu le gouvernement. Puis je me suis impliqué dans ma communauté. Là. J'ai été président d'un organisme qui s'appelle le Petit Bonheur de Saint-Camille. Puis ça m'a amené à me familiariser avec les dossiers de la communauté. Puis le maire qui était là en poste à l'époque, en 2017, ne souhaitait pas renouveler son mandat. Fait qu'il y a des gens du village qui m'ont approché, sondé mon intérêt. Puis moi, le timing était bon avec ce qui se passait au Parti québécois à cette époque-là. Fait que j'ai fait le saut en 2017 avec une équipe. Puis voilà, pour 2 mandats. J'aime quand même qu'on est parti de « je me sentais pas assez mature pour enseigner » pour finir en politique. Ben, c'est un cheminement. Je veux dire, ma vingtaine, là, il a fallu que je me promène beaucoup avant de trouver peut-être qui j'étais. C'est impressionnant, quand même. Puis en même temps, la vingtaine, elle sert un peu à ça aussi, là, de trouver qui on est. Ben oui, je n'étais pas maire d'une municipalité à 20 ans. Non, mais OK. Mais bravo. On donne les fleurs. Je vais le prendre. Puis justement, tu as parlé de principaux dossiers. C'était quoi les principaux dossiers quand tu es arrivé? Oui, bien, à Saint-Camille, on était à la fin d'un espèce de processus où on avait procédé à l'acquisition de notre église, la municipalité, pour en faire un centre communautaire, un espèce de lieu communautaire, là, parce que la municipalité n'était pas propriétaire d'aucun espace là, dédié à organiser des événements ou quoi que ce soit. Là, il y en avait une salle qui était louée auparavant à la commission scolaire, mais qui était dans l'école. Là. Puis, comme on avait eu beaucoup de succès, il y a des nouvelles familles qui étaient venues s'établir, fait qu'on avait perdu cet espace-là. Puis, la communauté, disons que ça a pris presque 10 ans là, d'aller-retour, de discussion, de déposer à des programmes de subvention, tout ça pour faire un projet. Puis, en 2015-16, il y avait eu l'acquisition par la municipalité de l'église. Fait que ça faisait comme, disons, une boucle là, qui était bouclée dans cette phase-là. Puis moi, je voulais arriver avec, on fait quoi pour la suite? T'sais? Maintenant qu'on l'a, exact, on fait quoi? Là. Puis on avait des enjeux d'habitation dans le périmètre urbain, là, où ce qu'on va probablement en parler tout à l'heure, là, mais le développement à Saint-Camille, c'est beaucoup fait à l'extérieur du périmètre urbain. Fait que je trouvais ça important qu'on s'occupe du village comme tel. Puis je voulais aussi qu'on fasse une grosse consultation puis pour amener une planification stratégique sur plus que 10 ans, là, puis voir où on irait dans l'avenir. Puis cette planification-là nous a amené à établir ensemble avec la communauté des barèmes là, pour la suite des choses. T'sais, ils voulaient conserver leurs services. C'était des gens qui souhaitaient pas nécessairement qu'on se développe touristiquement, mais qu'on mise sur les acteurs locaux. Puis, la place qui était importante à prendre, c'était moi j'ai appelé ça, de mettre en place une municipalité agriculturelle. T'sais. Moi, je venais du milieu agricole, puis il y a le milieu plus culturel de Saint-Camille on a peut-être des fois l'impression que c'était 2 gangs différentes. Là. C'est comme un peu toi, les natifs. Puis comme fusionner les exact. Je trouvais que je représentais bien les 2 secteurs. Là, étant natif du milieu agricole, puis ayant été président d'un organisme culturel dans le village. Puis c'était comme ma façon d'incarner moi-même ces 2 éléments-là. Puis ils ne sont pas en compétition du tout. Là. Puis même quand on les met dans le même mot, ça fait ensemble. Puis c'est un peu la même chose. L'agriculture, ça nous nourrit l'estomac, mais la culture, ça nous nourrit l'âme ou le cœur. Fait que je voulais mettre de côté les barrières puis faire travailler tous ces gens-là ensemble. Ça a été très bien repris par la population. Puis qu'est-ce que tu as fait concrètement pour y arriver? On a été chanceux. Dans les mêmes années ou à peu près au-delà qu'on l'a nommé, qu'on voulait faire ça, on avait quelques projets alimentaires sur notre territoire, mais il y a aussi le ministère
ministère de l'Agriculture, de la Pêcherie et de l'Alimentation, le MAPAC, qui avait mis sur pied un programme où les municipalités qui le souhaitaient pouvaient recevoir de l'argent pour se doter d'un PDCN, un plan de développement d'une communauté nourricière. Fait que moi, quand j'ai vu ça passer, à l'époque, j'étais directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec, je m'étais dit, je pense que Saint-Camille, c'est la place idéale pour avoir ce type de réflexion-là. L'objectif étant d'avoir une communauté nourricière là, qui produit puis qui mange les aliments qui sont autour. Fait que ça a amené à une belle mobilisation. On a été retenu par le ministère. Fait qu'on a fait une grande réflexion avec nos citoyens, nos organismes à ce sujet-là. Puis ça a amené ensuite à... on a mandaté notre corporation de développement de piloter le plan. Puis, il y a des initiatives qui ont été mises sur pied, là, comme un caveau communautaire pour pouvoir entreposer des légumes, que nos maraîchers locaux puissent avoir un espace de réfrigération pour que les gens qui veulent mettre leurs aliments là plus longtemps pendant l'hiver puissent le faire. Puis, on avait un projet de transformation alimentaire également à l'époque avec une coopérative sur place. Fait que, bref, c'était comme la justification, ce plan-là, pour dire la municipalité est habilitée à intervenir dans les dossiers agricoles ou d'alimentation. La population le veut, tu sais. Fait que le PDCN a été pour nous un peu une façon mais je dirais même de le structurer, ça, tu sais, puis d'avoir l'argent pour y réfléchir, tu sais, c'est toujours le bienvenu. Oui, parce que des fois, juste y réfléchir, mais si tu n'as pas l'argent pour le mettre concrètement... exact. Tu sais qu'un plan, s'il est sur une tablette, il ne sert à rien. Non, exact. Fait que c'est important pour nous que ça débouche sur des actions qui étaient concrètes. Mais je trouve ça intéressant, la participation citoyenne autour de tout ça, parce que, tu sais, des fois, on a des projets, on a de l'argent, mais d'avoir la volonté puis d'avoir les gens vraiment mis la main à la pâte, là, c'est quand même particulier. J'étais quand même content d'avoir trouvé comme une fibre, là, tu sais. Puis je pense que ça parle à beaucoup de gens au Québec. Tu sais, des fois, le monde manque de projets de société ou de quoi qui nous ancre quoi de réel. Puis notre alimentation, tu sais, c'est notre territoire, c'est des moments qu'on passe ensemble quand on soupe, quand on dîne, tu sais, c'est des moments de rencontre. Je veux dire, c'est notre culture qu'on transmet des fois à travers les plats qu'on prépare. Puis même, parce qu'il y a beaucoup là-dedans qui a été fait pour... donner cette importance-là à nos enfants. T'sais. Il y a des projets qui ont été faits avec l'école primaire grâce à ce plan-là pour les initier c'est quoi des travaux agricoles. Puis même, l'économie familiale, ça a disparu. Mais comment tu reçois des gens? Comment tu mets une table? Ça a l'air... non, mais il y a des familles qui ne l'apprennent plus, ça. Là, comment faire mettre des la table. œufs? On le sait même plus aujourd'hui, comment cuire des œufs. Ils ont même les jeunes des cours pour dire, on va... ils font ça au petit bonheur. Ils disent, on va dresser une table. Là, on va placer les ustensiles, les couverts. On va recevoir des gens, puis vous allez leur servir à manger. Vous avez ramené le cours d'économie familiale. Avec la communauté, tu sais. Puis c'est comme une façon... On veut pas, tu sais, agriculture, alimentation, de dire, tout le monde devrait manger 3 fois par jour, là, je leur souhaite. Fait que cette réalité-là, on devrait se la partager plutôt qu'à dire, il y a les producteurs d'un côté, puis après ça, il y a les consommateurs de l'autre. C'était ces liens-là, puis une petite municipalité de 600 personnes, là, tu sais, il y a... non, c'est ça. Fait que c'est plus facile faire c'est pour ça que c'est autant fascinant. On peut se permettre de faire c'est quasiment un laboratoire là, à ce nombre-là. Là, je dis mais souvent, en même temps, c'est beau de voir que, oui, c'est pas beaucoup, 600 personnes, mais les gens ont embarqué. C'est impressionnant. Chez nous, après, je peux pas vous dire que dans tous les villages du Québec, il y a des gens qui attendent juste ça, se lever le samedi matin pour aller à des ateliers de réflexion comme ça. Puis même chez nous, c'est pas la majorité des gens qui se déplacent pour participer c'est pas à les ça. 600 personnes. Non. Sauf qu'après, ça donne quand même une direction. Puis, les gens peuvent faire le choix d'embarquer ou pas. Là. Puis ensuite, ça donne une couleur à notre communauté. Puis ça, je pense que c'est aussi important d'avoir ce petit sentiment-là d'appartenance. T'sais, moi, au travers de ces projets-là agroalimentaires, puis de dire qu'on est une communauté agriculturelle, j'ai vu du monde, puis j'ai fait des speeches pendant 8 ans à toutes les fêtes nationales à Saint-Camille, puis j'ai vu des gens souvent plus fiers d'être de Saint-Camille que d'être québécois, là, que ça leur parlait plus. Ça parle des fort, fois, ça. Oui, pour vrai, là, parce que des fois, le Québec, ça dit, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Mais dans ta communauté, il y en a qui disent, non, moi, quand je vais à l'extérieur, je suis fier de dire que je viens de Saint-Camille, puis ce sentiment-là de fierté, il s'achète pas, puis il n'y a pas de prix, Fait que de cultiver ça, je trouvais ça important. Parlons du bureau de poste. Oui. J'ai souvent lu que ça a été un peu
l'élément déclencheur dans toute cette belle histoire? Ben là, il y a de moins en moins de gens vivants pour la raconter. Fait que OK. même moi, elle m'a été Quelle chance racontée que t'es par... là. ben non, même, je l'ai pas vécu parce que c'était la crise des bureaux de poste. Tu sais, on parle de plus des années 70-80. Puis c'était une crise qu'on m'a racontée qui avait lieu dans plusieurs régions du Québec, là, où Poste Canada souhaitait fermer des bureaux de poste. Là. Au-delà de l'opinion que j'en aurais en 2026 de la Poste. À l'époque, on s'entend, le service hyper important. Essentiel. Il n'y a pas tu sais, je veux dire, il n'y a pas de courriel. On m'a amené la Poste. Bon. Fait que quand Poste Canada a souhaité réduire ses services en région, il y a eu vraiment une levée de bouclier chez nous qui a fait renverser la décision. T'sais. Puis après, c'est des moments, les crises de mobilisation, souvent. Puis c'est là qu'il y a des fois du monde qui se révèle. On s'en met le spotlight sur une situation peut-être qui était invisible auparavant. Fait que ça met en action des gens, tu sais. Puis à Saint-Camille, ce qui est arrivé, c'est que ça a débouché sur la construction d'un bâtiment qui abrite aujourd'hui le bureau municipal. Là, mais c'était des bénévoles qui l'ont bâti pour que le bureau de poste puisse rester à Saint-Camille, là, parce qu'il y a des endroits, on a peut-être déjà entendu parler, là, mais il y a des bureaux de poste dans des maisons. Là, il y a même le village à côté de chez nous, la Caisse des Jardins, c'était dans une maison. En fait, ça me faisait penser, il est arrivé quasiment la même affaire avec les Caisses des Jardins quand on est passé aux machines. Oui. Fait que c'est ces moments-là où la technologie change. Même d'autres, les milieux ruraux, souvent, on est aux premières loges pour perdre des services ou être, en tout cas, à devoir s'adapter plus rapidement que les autres. Fait que nous autres, à Saint-Camille, ça a été comme un... Disons que les années 70 étaient fertiles aussi en... c'était une ébullition sociale qu'il y avait un peu partout au Québec. Puis à Saint-Camille, c'était... On était là-dedans, là. C'était cette ébullition-là sociale, artistique également. Fait que, disons que la mobilisation a aidé ensuite à dire, on devrait se mobiliser sur plus de choses encore, tu sais. C'est vraiment une communauté qui se mobilise, en tout cas. Puis il y a aussi un aspect identitaire aussi dans le bureau de poste, je sais pas, la caisse pop, il y a quelque chose qui... Oui, c'est des services de proximité où tu rencontres les gens. Puis le secret, il n'est pas vraiment compliqué. Là. Si vous croisez personne dans votre journée puis que vous marchez 3 pas en sortant de chez vous pour aller à votre voiture, vous embarquez dans votre voiture, vous allez au bureau, vous croisez vos collègues puis vous faites le chemin inverse quand vous retournez à la maison. Mais on n'est pas en contact avec tant de gens que ça, tu sais. En effet, c'est triste. Je suis en train de regarder, faire dans ma tête le résumé de mes journées, puis ça ressemble parce quasiment qu'après, à tu ça. sais, on se demande pourquoi il y a de la fragmentation sociale, pourquoi les gens ne se parlaient plus, pourquoi il y a de la division. Si on se parle plus, justement, c'est très facile de se conforter dans nos propres valeurs, puis on a nos chambres d'écho, tandis que des endroits comme ça, tu sais, qu'il n'y a pas de classe, là, je veux dire, moi, à Saint-Camille, pour aller là-dessus, là, je veux dire, on n'a pas un quartier de maisons riches, puis un quartier de maisons pauvres, puis c'est grégué, là, je veux dire, moi, je vis dans un bungalow ben normal, là, puis en face de chez moi, une super belle maison avec 3 garages, là, tu sais, mais en ville... Tout cohabite. Exact. Tandis qu'en ville, ça serait séparé. Oui. Dans un village, on a une belle mixité sociale. Là. Je veux dire, les gens qui restent dans notre communauté, ils ont toutes sortes de salaires, toutes sortes d'emplois. Mais on est des Camillois puis des Camilloises, puis on se croise au bureau de poste, puis on se croise à l'épicerie, puis on se parle, tu sais. Fait que moi, je pense que le secret d'une belle cohésion sociale, en tout cas, pour nous autres, c'est une petite échelle, là. Mais c'est ça, c'est de se croiser, de se rencontrer. Puis tous les lieux qui échelle, mais permettent ça a un impact quand même sur tous les citoyens. Puis... Oui, parce qu'après, le monde, moi, je suis très fier de dire que chez nous, même quand il y a des gros débats, que ce soit pour pendant les élections municipales, que ce soit pour des projets d'énergie renouvelable comme les éoliennes en ce moment, c'est très pacifique, là, puis le monde arrive quand même à dialoguer, même si ça vient nous chercher. Pas de sang qui coule dans les rues, là. Okay, on vit dans la mauvaise partie du Québec, je pense. C'est ça que je suis en train de me dire. Ouais. Il me donne le goût de déménager à Saint-Camille. Accepteriez-vous deux nouvelles familles? 2 jeunes familles. Oui, c'est ça. Puis ça m'a marqué avant, tu as parlé du fait qu'il y avait beaucoup de nouvelles familles qui s'étaient installées à Saint-Camille. Qu'est-ce qui explique ça? Puis justement, comment tu as parlé du fait qu'il y a eu beaucoup d'expansion hors de la zone urbaine? Tu nous parlais de cette dualité. Oui, tout à fait. Saint-Camille, c'est une situation particulière, là. Il y avait c'est pas un lot comme tel, là, c'est plusieurs lots qui sont à l'extérieur du périmètre urbain, là, à une dizaine de kilomètres du village. Et tout ça est zoné blanc. C'est-à-dire que depuis le tout début du zonage au Québec dans les années 70, ce secteur-là n'a jamais été
zoné agricole. Il y a de l'agriculture dessus, par exemple, dans le sens où ce sont des agriculteurs qui avaient les terrains qui étaient là. Mais nous, on est situé près du mont Ham. Oui. Puis, en tout cas, les gens de l'époque là, qui étaient là me disent que paraîtrait que c'était peut-être parce qu'ils se disaient qu'un jour, il y aurait peut-être un développement dans la montagne, puis qu'ils voulaient garder ça peut-être pour une vocation récréo touristique ou je sais Fait que pas. c'est pour ça que c'était zoné blanc. Ben, alors que bon. Les rumeurs disent. Les rumeurs. Mais après, ça amène son lot de situations particulières dans la mesure où les agriculteurs qui cultivent leurs terres en zone blanche n'ont pas le droit au programme de crédit de taxation municipale. T'sais, ils payent leurs taxes à 100%. Puis, donc, cet endroit-là était plus facile à construire que d'autres. Puis, au début des années 2000, il y avait un propriétaire d'un énorme lot à vocation agricole, que lui, ça faisait des années là, qui anticipait sa retraite, puis il se disait qu'il voulait redonner à la communauté là, par son terrain. Fait que lui, il a reboisé ses terres agricoles. Puis, dans l'idée qu'il vendrait ça par lot, les gens pourraient abattre les arbres qu'il a plantés pour se construire leur résidence. Fait qu'il a travaillé son projet avec des gens de la place. On avait déjà une corporation de développement à ce moment-là à Saint-Camille. Il y a une coopérative qui a été fondée, la coopérative du rang 13, parce que c'était situé dans le 13e rang de Saint-Camille, qui était un rang qui, autrefois, avait beaucoup de fermes qui étaient là, puis avec, industrialisation, etc., ça a fini par être un rang où il restait juste une maison. Là. La coopérative a loti les terres de cet agriculteur-là pour permettre à peu près, je dirais, une trentaine de résidences de se construire. T'sais. Quand même. Fait que ça a permis à quand même plusieurs familles de venir s'établir. Puis ça veut pas fait évoluer la dynamique sociale chez nous. Là. C'était des jeunes familles principalement. La corporation qui avait piloté la démarche rencontrait chacune des personnes. Il y avait des critères de sélection, j'imagine. C'était rien de formel. Là. Je veux dire, à l'époque, je pense qu'on se fiait beaucoup à la personne qui était là, qui était une bonne personne, là, qui avait des bonnes valeurs. Là, Mon feeling. C'était au feeling, là, je ne vous le cacherai pas. Mais ces personnes-là, tu as rencontré un peu pas comme, ben là, tu t'en viens en campagne, attends-toi pas, c'est pas le plateau Mont-Royal ici, il n'y a pas de pâtisserie ouverte le matin où tu vas chercher ton petit pain au village. Là, c'est pas comme ça. C'est une communauté agricole, ça vient avec des bruits. Le souhait qui était donné à l'époque, c'était de faire des fermettes. Que chaque personne ait une fermette. Mais encore là, c'est un terme qui n'existe pas. Là. Fait que, c'est quoi une fermette? Puis une fermette à vocation personnelle là, pour sa famille. Ben ça, c'était pas clair non plus. Là, là, fait que, mais c'était des fermettes qui étaient souhaitées. Puis les gens devaient avoir un projet agricole. Appelons ça de même, là, ou bon. Puis, fait que c'était ça l'optique du départ là, du secteur. Puis, quand ça a été complété, c'est-à-dire il y a deux rangs, il y a deux routes qui ont été refaites, l'électricité a été ramenée dans ce secteur-là, la fibre optique, la coopérative s'est dissoute, puis les chemins ont été redonnés à la municipalité pour 0$ pour qu'ensuite elle puisse s'en occuper. T'sais. Fait que ça s'est tout produit dans les années 2000. Fait que ça a fait en sorte, je veux pas, plus d'enfants à l'école, des gens qui s'impliquent dans nos conseils d'administration d'organismes, du monde qui ont une expérience Est-ce que ça a diverse, rajeuni aussi un peu beaucoup, la population? Beaucoup, là. Nous autres, il y a eu une époque, je ne sais pas où on en est maintenant, là, mais avant la pandémie, à tout de moins, on avait un âge médian là, de 37 ans. Fait que la moitié du monde était plus jeune que ça, puis l'autre moitié plus vieux, ce qui était quand même... comparativement aux autres régions au Québec. Surtout des villages comme le nôtre, d'habitude, c'est plus 54 ans. L'âge médian. Là. Fait que nous, on se distinguait beaucoup là-dessus. Mais oui. Mais ça a amené des enjeux, j'imagine, plus d'enfants à l'école, dans le sens où plus tu as de population, plus ta population a besoin de services. Plus... Exact. Puis, tu sais, nous autres, c'est un phénomène de cohorte. Fait que si vous amenez 30 nouvelles familles en l'espace de 6 ans, je dis ça 12 ans, mettons, dans le même secteur, ces gens-là font pas des enfants d'âge primaire tous les ans. Là. Non. Fait que c'est un groupe qui, arrive, puis ensuite part de l'école également. Puis, fait tu sais, faut être prudent quand ça amène quelque chose comme... dans l'investissement du développement, dans le fond, parce que ouais, mais c'est comme tu dis, si c'est une cohorte, tu vas pas
tout investir dans une école, mettons, si tu sais pas si après cette cohorte-là, il y a un autre batch de parce que, jeunes? c'est toujours l'espèce de vigilance dans laquelle on est de ne pas perdre nos services. Parce que le but, au final, les gens ne veulent pas du monde pour avoir du monde. Le but, c'est de conserver un village. Puis c'est ça que notre planification stratégique, nos consultations nous avaient dit. On veut un village encore humain, les gens qu'on connaît. Puis le but, c'est de conserver nos services. Là. Les gens veulent avoir encore une école, ils veulent un petit café, puis ils veulent un dépanneur. Là. Bon, fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir encore ça? T'sais, moi, cette semaine, à 5e, il y a des activités quasiment tous les jours de la semaine. C'est même pas la semaine de relâche non, encore. c'est ça. Là, fait que ça fait quelque chose climat propice convivial, à vivre. puis Là, très actif, oui. Mais est-ce qu'on a atteint notre objectif? C'est sûr que ça reste temporaire quand il y a du monde qui arrive comme ça. On sécurise une classe à l'école, mais après, quand ces élèves-là sont partis, ben là, on dit, ben là, la classe, Philippe, qu'est-ce qu'on fait? On va perdre notre classe, tu sais. Mais là, c'est ça qu'il faut être prudent, faire attention dans notre développement, puis qu'il n'est pas... Puis comment tu as géré ça en tant que mère? De justement, t'assurer que vous perdiez pas. Oui, ben moi, je voulais qu'on développe le périmètre urbain, là, au-delà de ce que je vous ai dit. Bon, l'endroit qui a été choisi pour le développement, c'est parce que ça donnait que c'était là. Puis bon, ça amène quand même plusieurs questions philosophiques là, en aménagement du territoire, d'aller mettre 30 maisons à l'extérieur du périmètre urbain. C'est dans un secteur très inondable. Là. Ça borde une rivière. La rivière a été protégée. Là. Je veux dire, ça c'est bien fait, là. Mais ça reste qu'elle doit sortir de son lit à peu près 4 fois par année. Okay. Ça nous crée des enjeux où le secteur, après, il est complètement enclavé là, quand la rivière déborde. Je ne vous cacherai pas que ça fait un secteur où les gens se ressemblent. Puis ça peut venir avec ensuite, le village qui dit, c'est bien les gens de ce secteur-là, puis des fois vice-versa. Moi, j'étais allé, il y a 2 ans, faire une présentation. Il y a un film qui a été fait sur Saint-Camille, puis le secteur en particulier. C'est un film qui s'appelle Les Irréductibles. Puis il mettait beaucoup de l'avant la conception du quartier, tu sais, comme une solution à presque, je ne vais pas dire tous les problèmes de la Terre, là, mais presque là. Puis il y a un étudiant à l'université qui m'a demandé, puis j'étais fourré là, quand il m'a posé la question, parce qu'il m'a dit, trouvez-vous que votre projet a créé de la gentrification à Saint-Camille? Puis la vraie réponse, c'est que c'est oui. Là. Puis c'est des personnes qui ont la plupart de ces gens-là, il y a du monde qui sont travailleurs autonomes, qui ont leur propre entreprise. Il y en a beaucoup qui travaillent à Sherbrooke. Il y en a beaucoup qui envoient leurs enfants au secondaire à Sherbrooke plutôt que de les envoyer dans notre MRC à Val-des-Sources, pas loin. L'école locale, en tout cas, chacun est libre de ses choix, j'imagine, là, mais il y a beaucoup un souhait de vocation particulière pour leurs enfants. Là, fait que il y a une majorité de ces enfants-là qui vont à l'école à Sherbrooke. Puis, veut pas, c'est des maisons qui ont une valeur plus grande que les autres du secteur. Puis ça serait très difficile à répéter aujourd'hui, là, parce que là, c'est pas l'entièreté de la zone qui est développée. Il reste encore au-dessus de 1000 acres qui sont zonés blancs dans ce secteur-là. Toujours dans la zone inondable? Toujours dans la même zone. Là, un peu plus loin que la zone inondable en question, mais ça reste toujours le même gros morceau de temps. Puis même en respectant les dimensions de terrain qui sont de 4 hectares, là, c'est 125 maisons là, qui pourraient être bâties. Mais loin du 30, là. Oui, c'est ça. Sauf que là, ensuite, là, c'est là que ça... moi, ça me pose des problématiques en aménagement du territoire, protection des zones agricoles, même si c'est zoné blanc. C'est philosophique là, de dire est-ce que c'est parce qu'on a le droit qu'on peut... C'est pas parce qu'on peut qu'il faut le faire, tu sais. Puis, en même temps, la situation des années 2000, quand ces gens-là ont construit leur propre maison en autoconstruction, c'était quelque chose. Là. Mais là, aujourd'hui, le prix d'un terrain de 5 hectares face à une belle montagne dans une municipalité qui est à 30 minutes de Sherbrooke, moi, on parle pas du même prix. Là, là ça a fait il y a eu des divisions à Saint-Camille. Puis il y en a encore. Là. Il y a des gens... sous prétexte que l'école ne faudrait pas perdre des services, il faudrait développer ce secteur-là. Là, moi, c'est parce que j'ai pas eu de preuve encore qu'en le développant, on aurait des jeunes familles. Là. Je veux dire, si acheter un terrain qui est de ce type-là,
Écoutez, là, je veux dire, c'est minimum un demi-million de dollars. Là. C'est ça. Est-ce que c'est réellement des jeunes Puis là, familles? après ça, qui il n'y a, vont- a pas d'égout, il n'y a pas de calvette, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien de fait encore. Puis là, ensuite, il faut construire une maison. Ben moi, je suis pas certain que c'est des jeunes familles qui vont amener leurs enfants à l'école primaire. Fait que moi, m'étonnerait je voulais aussi. pas que notre communauté devienne comme, puis je vais les nommer, là, comme Offord, comme Bromont, vous savez. Puis j'aurais aimé ça que ça reste comme dans le même style qu'on était. Fait qu'on avait acheté, la municipalité, un terrain dans qui collé sur le village. Là. Il est collé sur le village. Ça nous permettait d'agrandir le village, faire une rue. Nous autres, on a fait un diagnostic de notre population avec Vivre en Ville, là, qui est un organisme intéressant. Là. Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls. Là. Le monde ne vit plus tant dans des familles de 8 enfants. Là. Puis on a que des maisons unifamiliales ou presque à 5 années. Là. Fait que ce qui était souhaité, c'était qu'on puisse agrandir notre périmètre urbain, mais avec des duplex, avec peut-être des logements, parce qu'on vit quand même les mêmes enjeux qu'ailleurs. Là. Les gens qui sont venus s'établir dans le quartier dont je vous ai parlé, c'était des jeunes familles. Ben, il y en a la moitié qui se sont séparés. Puis quand ils se sont séparés, ben, après, il n'y avait pas de maison à Saint-Camille pour eux autres. Puis souvent, c'est des gens qui ont quitté notre communauté parce qu'ils disaient, ben là, les enfants, fait qu'il faut s'en aller. Fait qu'il y a la moitié des gens qui sont plus là qui Parce que vous n'aviez pas de maison appropriée pour des quand gens... il y a eu des séparations. Des gens seuls ou monoparentales. Qui aurait permis que les enfants continuent à aller à l'école primaire. Parce qu'il y a un des deux parents qui doit aller rester à Sherbrooke, ben là, il faut s'arranger. Le voyagement et C'est tout. 50 je pense, le taux de divorce. Ben, fait que C'est c'est à peu énorme. près la même chose pour eux. Puis ensuite, tu sais, il n'y a aucun projet agricole dans le rang 13. Il n'y a aucune fermette qui a fonctionné. À l'heure actuelle, il n'y a aucun projet qui est économique, qui touche l'agriculture. Okay. Moi, j'essaie de trouver une différence entre des projets de nourriciers. Là. Je dis, moi, si vous avez un gros jardin là, et puis que vous cultivez vos affaires pour avoir des poules, la vie est belle, là, mais c'est pas économique. Là, là, comme je dis, c'est nourricier, c'est pour vous. Là, mais bon. Ça ne bénéficie pas à la population. Exact. Sauf que là, le gouvernement du Québec, en 2021, a adopté une grosse loi là, qui visait à l'allègement réglementaire. Puis dans cette loi-là, il y avait des modifications à la CPTAQ puis à la loi sur l'activité puis la LPTA. Là. Et ça faisait en sorte que maintenant, quand dans votre MRC, vous avez des terrains de disponibles déjà, la CPTAQ n'a pas besoin d'analyser votre dossier puis peut dire non, moi je ne veux pas. Donc, nous, notre terrain qui était à dézoner, puisqu'il était juste à côté du village, ben la CPTAQ nous a dit, ben il y a d'autres terrains de disponibles dans votre MRC, là, donc on ne vous autorise pas. Puis je dis, ben là, nous, on pourrait aller construire demain matin en zone blanche à l'extérieur du périmètre urbain, mais il n'y a pas de mécanisme pour négocier avec la CPTAQ. Tu déposes une demande. La demande est analysée, elle est rejetée ou elle est acceptée, mais il n'y a pas de « Ah, mais là, OK, je comprends que vous avez à l'extérieur du village un autre zone. » Ça, tu peux pas aller plaider ta cause. On peut plaider ce qu'on te demande, oui, mais on n'a pas de... Ben là, par contre... Pas de marge de manœuvre. Non, exact. Fait que ça a tué le projet pour le moment. Là. Fait que là, on n'est pas capable d'agrandir notre périmètre urbain puis aller créer des maisons, je trouve, qui nous permettraient d'attirer des gens dans le village. Parce qu'à l'extérieur, moi, je vois un péril là, pour la suite. Là. Est-ce que tu es encore impliqué dans le monde politique? Non, moi, quand j'ai terminé mon mandat, c'était pas pour continuer. Là. Okay. Fait que ça fait du sens. Non, puis en même temps, en politique, vous savez c'est quoi, là, j'imagine? Oui. Fait que même à notre échelle municipale, quand on quitte, je pense que c'est bien de laisser à son successeur aussi. Tu as été capable de facilement couper le cordon? Pour utiliser l'expression. Oui, mais tu sais, pas le laisser aller, c'est pas la même chose. Le lâcher prise, prise, ou ouais. l'espèce de bord. Ben, ça s'apprend, là. Fait que moi, quand je lâche je pense que prise, si tu étais en paix avec ta décision, c'est plus facile à faire. Je l'avais aussi. pris tôt, tu sais. Moi, j'avais fait déjà mon premier mandat, puis quand je me suis présenté pour le deuxième, j'ai dit que ce serait le dernier. Fait que je voulais, moi, j'étais à la Fédération de la relève agricole du Québec dans ce temps-là. Fait que je m'étais dit que ça serait bien plate que je planifie pas ma relève comme du monde. Puis j'ai des collègues qui, ça fait 30 ans qu'ils sont là, puis je trouve pas qu'ils sont bons encore, moi, après 30 ans de service. Plus à la bonne là. place. C'est pas des mauvaises personnes, ça enlève rien à leur engagement. Là. Ils ont fait leur temps. Ben oui, moi, 30 ans, là, à la tête de ton village, moi, ça marche pas, là, ça me rentre pas dans la tête. Fait que je crois que 8 ans, à l'âge que j'avais aussi, là, c'était exigeant, là, faire ce travail-là. Je voulais
donner la chance aux autres aussi de réfléchir puis qu'il y ait le plus de temps possible pour y penser. On sait que les femmes, des fois, entre autres, là, ça prend un peu plus de temps. Là. Vous voulez être certaine de votre affaire. Des fois, On a les gars... besoin d'être plus que 100% préparé. Ouais, quand on généralise, on dit que les gars, des fois, on est plus casse-cou. Je vais l'essayer, mais on verra après. Fait que moi, c'était important que je me disais, tout le monde va être sur le même pied. Ils savent que dans 4 ans, je ne me présente pas. Donc, c'est le temps d'y penser, puis réfléchissez-y. Fait que ça faisait longtemps. Puis finalement, c'est une femme? C'est une mairesse? Non, il y a eu une course à 3. Il y avait une femme Quand même, 3? Puis, c'est un monsieur de 75 ans qui a gagné. Ah, OK. Comment les citoyens ont accueilli le changement? J'imagine bien, parce qu'il a gagné à majorité. Majorité, pas t'as un majorité bon point. absolue. Là, il y a eu 45 je pense, 40 des voix. Là. Mais je me suis dit, si c'est ça que les gens voulaient, j'imagine que c'est ça qu'ils ont eu. La démocratie a parlé. Exact. Moi, j'ai encore quelques petites questions avant qu'on termine. Peux-tu nous parler rapidement de la clé des champs? Parce qu'on a beaucoup parlé de projets agricoles. Non, exact. Puis c'est pas ce que j'aimerais. Oui, c'est vrai, c'est un bon point. Puis ça peut ancrer tout ce que je vous dis un peu dans le concret. Là. À Saint-Camille, on avait 2 fleurons. Il y en a un qui a malheureusement disparu l'an dernier. Mais la Clé des Champs, qui est encore en activité, qui est une entreprise agricole, qui était auparavant une coopérative, qui a été transformée en entreprise de 2 maraîchers là, qui ont ça. Et on avait également une coopérative qui s'appelle Culture Innove, qui offrait du service conseil pour les productions émergentes. Puis il y avait tout un projet de transformation alimentaire. Malheureusement, le projet n'a pas été capable d'aboutir. Puis ça a même... je veux dire, plomber l'organisme au point où il a fait faillite l'an dernier. Là. Mais, puis, tu sais, la clé des champs, là, qui était la question dont vous me parlez, c'est que c'est une entreprise maraîchère, c'est la seule qu'on a. Le reste, c'est très laitier, grande culture. Il y a ma famille qui ont des bars, évidemment. Mais sinon, c'est assez traditionnel. Puis, c'est vraiment la communauté qui a aidé à partir de ce projet-là il y a presque 20 ans, au moins, facile, de ça. Puis, au fil du temps, la forme juridique de l'entreprise a évolué pour que ça devienne ce qu'elle est là. C'est un couple qui l'a repris. Puis, je peux dire ça, il y a beaucoup de nos activités qui tournent autour de cette entreprise-là parce qu'ils sont très portés vers l'extérieur. Tu sais, ils font un marché pour les gens, ils impliquent la communauté comme bénévole. Beaucoup de chercheurs s'intéressent. Il y a des chercheurs qui sont intéressés à leur façon de travailler. Oui. Fait qu'avec le temps, c'est devenu beaucoup nos stars. Nos stars, oui. On va dire mascotte, peut-être pas un bon terme, là, mais vedettes. ambassadeurs. Là, les ambassadeurs. Oui, ambassadeurs, exact. C'est très vrai, oui. Oui. Puis, il faut en prendre soin, là, tu sais. Je pense... la mise en marché collective a beaucoup aidé, je pense, à sécuriser des entreprises dans les régions du Québec, tu sais, puis ça amène toujours, il y a des bons et des mauvais côtés, tu sais, mais c'est des entreprises plus stables, tu sais, qui n'ont pas à s'occuper de leur mise en marché, qui n'ont pas à s'occuper de la recherche, tu sais. Mais les maraîchers, c'est pas pareil. Puis si on veut qu'il y en ait encore dans nos communautés, puis avoir des paniers bio à côté de la maison, moi, je trouve que ça n'a pas de prix. Fait que c'est pas une situation facile que les fermes de ce type-là vivent. Là. Je pense qu'après avoir traversé les années 2010, les fermiers de famille, la capée même, tout ça, c'est un modèle d'affaires qui est probablement en transformation puis en évolution. Là. Parce que je ne cacherai pas que je suis inquiet. Là. L'année passée, il était c'est sorti dans les médias, dans la presse. L'an passé, ça il va était pas en super restructuration, bien. de façon de voir comment justement la communauté pourrait s'impliquer davantage. Est-ce qu'on pourrait les utiliser pour faire de l'éducation sociale aussi par le fait même? Mais souvent, les gens... c'est un enjeu de société. Là, je veux dire, dans les couples, souvent les 2 travaillent. Donc, l'argent que le couple fait sert à payer des personnes pour pas qu'on le fasse nous-mêmes. Ouais. Donc, même quand... Fait que ma lecture, c'est pour ça que j'avais essayé d'amener ça là, c'est que même quand on sollicite la communauté pour dire pouvez-vous venez nous aider, là, on va désherber en fin de semaine, ou ramasser de la roche. Bon, souvent, les gens font je peux pas juste te payer pour que tu le fasses. Là, là, moi, mon but, là, c'était pas de. Notre réflexe est de payer maintenant pour faire les, faire les tâches. Parlons avec nos parents. Le monde, il pelletait le cours avant aussi. Là, maintenant, je paye un déneigeur. On paye des déneigeurs. Je paye une femme de ménage. Mais alors qu'auparavant, on se serait peut-être dit il y avait peut-être juste une des 2
deux personnes qui travaillaient, puis c'était l'autre qui faisait tout ce job-là, tu sais. Probablement la femme. Probablement aussi, tu sais. Puis Là, on peut plus se le permettre, on le tu sais. savait, tu sais. Fait que là, c'est pour ça qu'après, d'impliquer la communauté, quand le monde travaille 35-40 heures par semaine, s'occupe des enfants, puis là, ils arrivent à la maison, puis là, déjà que le monde a de la misère à cuisiner, si en plus, il faut qu'on leur dise, mais tu peux-tu venir Pas capable de faire les œufs. Oui, c'est ça. tu peux-tu venir chercher en plus tes peux-tu- aliments? ouais. Bon. Fait qu'on a tu sais, ce modèle-là, il peut pas marcher partout, puis il est fragile. En même temps, c'est dommage parce que ça permet à la communauté de voir d'où proviennent les Ah, aliments. Tu sais, je suis d'accord avec toi, Tu là. le dégustes autrement. Là, ta tomate, tu vas la savourer bien plus si tu sais tout le travail que ça a pris pour Mais tu sais, avoir il y ta tomate. a un attaché politique du ministre de l'Agriculture, on va le saluer, Alexandre, là, qui disait souvent que des fois, il ne faut pas blâmer les joueurs, mais les règles du jeu, tu sais. Puis les règles du jeu ne favorisent pas beaucoup les maraîchers, je trouve, en ce moment, de ce type-là. Tu sais. Et surtout que c'est beaucoup des femmes aussi. Ah oui, on va se le le cachera pas, mentionner. là, tu sais, puis c'est des personnes où, quand t'as la fougue, la jeunesse ou l'énergie, tu sais, tu peux faire peut-être plus de sacrifices que t'as envie de faire à 40 ans ou à 50 ans, mais tu sais, si c'est pas un modèle qui est viable, ben d'abord, on a des sérieuses questions à se poser, là. Moi, si on veut manger encore des légumes du Québec, ben il est où le chaînon manquant? Puis nos PDCN ont essayé de beaucoup se poser ces questions-là. Tu sais, si la production, tu sais, il y en a, OK, mais sont où? C'est quoi qui manque entre les deux? Puis moi, je pense que c'est le réseau de distribution qui n'est pas là. Tu sais, les producteurs, ils aiment ça se mettre ensemble, tu sais, entre guillemets, mais s'il y avait un réseau de distribution coopératif ou je sais pas, qui négociait directement avec les supermarchés, parce que, tu sais, je suis pas mieux qu'un autre, là. Je veux dire, moi, je fais mon épicerie à l'épicerie, là. Je veux dire... Mais on le fait tous. Bon, fait que, Mais non, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, après, on peut bien trouver une façon de changer le système à long terme, là. Mais là, pour le moment, si on veut, les gens s'alimentent à l'épicerie. Fait que moi, je veux des produits d'ici d'un tablette de nos épiceries. Puis si on n'est pas capable de compétitionner, ben, c'est peut-être parce que, justement, on ne s'est pas regroupé pour négocier nos prix ensemble, assurer un approvisionnement, tu sais, peut-être un peu plus régulier à travers le Québec. Je sais que c'est des... souvent... pas des Gaulois, là, les maraîchers, mais tu sais, ils sont un peu jaloux de leur liberté puis tout ça. Mais à quoi ça sert si t'es plus en production, là, tu sais? Fait que moi, je pense que ça pourrait peut-être être des solutions qui pourraient les aider à terme, là. Puis est-ce que tu penses que l'agriculture a encore un rôle à jouer dans le futur de Saint-Camille? Ben Est-ce là, que tu... j'espère. Tu sais, c'est sûr qu'on est... c'est pas évident. Ça prend des gens engagés. Là. Je vous en ai parlé. Vous dites à Saint-Camille, le secret, il y a des gens engagés. Oui, Puis, ça ressort, là, c'est souvent, clair. on a des communautés qu'on se parle, là, puis il y en a d'autres, des communautés engagées partout au Québec. Puis souvent, ça va être des crises, des situations de il y a une minière qui a décidé de faire de quoi? Il y a des coupes de forêt ou quelque chose. Puis il y a un monsieur qui était venu nous voir, qui venait de l'Abitibi, justement, puis il nous disait mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de vos affaires. Puis plus on cultive ça chez notre monde, une citoyenneté où les gens s'impliquent dans leur communauté, que ce soit à la garderie, à l'école, la bibliothèque, la nourriture, tu sais, ben c'est de même, je pense qu'on avance, puis c'est ça qu'on a à Saint-Camille, puis c'est ça. C'est définitivement un modèle inspirant. Absolument. D'un point de vue extérieur, puis moi, j'ai eu la chance de visiter Saint-Camille quand j'étais à l'université, puis il y a clairement quelque chose qui est de très spécial. Alors, je salue cette communauté de Saint-Camille et non pas Saint-Camille. On l'a appris en début Très important. d'épisode. Puis aujourd'hui, Philippe, tu fais quoi dans la vie? Ben, je fais des balados, là, surtout. Ouais. Là. Non. C'est pas ton premier? Non, mais je suis directeur général chez Viapol, l'expertise en service conseil agricole. Tu me parlais de ça. Oui, ça fait quoi, Ça fait Viapol? quoi? Ben oui, les gens se posent souvent cette question-là. En fait, au Québec, on a un écosystème assez particulier où la première ligne en agriculture de conseil auprès des entreprises, elle est privée. C'est-à-dire que c'est pas le MAPAC qui s'en occupe nécessairement. C'est une entente qui remonte au début des années 2000, là, quand il y avait eu la quête du déficit zéro. Là, il y a beaucoup de producteurs qui doivent vous en avoir entendu parler de ça. Là, le MAPAC venait chez nous avant. Puis il y avait des conseillers du MAPAC qui se déplaçaient ces fermes, puis tout. Mais en tout cas, d'un point de vue de gestion, là, très difficile à organiser, ça. Des employés qui visitent des entreprises. Puis là, ben, pourquoi tu es allé visiter elle, puis pas l'autre? Puis, Conflit d'intérêts, j'imagine aussi. Puis, là, bon. Puis vous le savez, les producteurs
entrepreneurs, c'est des personnes entières, agréables. Fait que, ben, reste donc à souper, puis là. Fait que, au fil du temps, le MAPAC voulait se désengager de ce service-là, puis ils ont créé un programme pour financer les services conseils qui sont indépendants, ceux qui sont indépendants de la vente d'intrants. Fait qu'il y a tout un réseau qui est soutenu par ce programme-là que nous, on représente, là, un réseau de clubs conseils puis de groupes conseils. Quand je dis que c'est un écosystème particulier, c'est que chaque organisation, c'est des OBNL gouvernés par des producteurs agricoles. Donc, c'est les producteurs agricoles qui ont mis sur pied eux-mêmes là, des OBNL. Ils embauchent des agronomes pour recevoir des conseils dont ils ont besoin, là, que ce soit agro-environnement, régie des cultures, budget, gestion en général. Puis, c'est chacune de ces les OBNL-là, il y en a une cinquantaine au Québec qui sont représentés par notre fédération. T'sais. Fait que dans le fond, ils sont comme membres d'une certaine façon chez vous. Tout à fait. Okay. Puis, nous autres, on est issus d'une fusion là, via Pôle. Là. Auparavant, il existait les GCAQ, qui étaient les groupes de gestion agricole du Québec, là, les groupes conseils en gestion, puis les clubs conseils, qui étaient regroupés sous Uniconseil. Puis il y avait également les CREA, qui étaient les conseils régionaux en établissement. Je comprends la fusion. Bon. Okay. Fait que ces trois-là, ils ont dit on serait plus forts comme les Power Rangers si on était ensemble. Fait que quand ils ont fusionné, moi, ma théorie, c'est que chacun a un peu ses chasses gardées. Là, c'est normal. Quand il y a des fusions, le monde veut un peu protéger leur identité. Puis en choisissant un nom qui ne voulait rien dire, moi, je pense que c'était pas confrontant pour personne. Fait qu'on a vraiment un long nom, il faut l'expliquer, c'est la vie. Mais dans le fond, on représente la première ligne en agriculture. Fait que dans le fond, un producteur qui a besoin de services conseils vous contacte. Il nous contacte. Puis vous j'ai juste délégué, là, mais vous transférez à la bonne équipe. Il y a un écosystème complexe. Là, comme je vous disais, nous autres, on est une fédération pour nos membres. Là, c'est-à-dire qu'on fait du lobby pour eux autres, on leur offre de la formation, on met en commun des Puis vos membres, c'est les 50 OBNL. Clubs et groupes conseils. Sauf que le ministère a créé des patentes là, pour organiser son programme. Là, fait que là, il existe la coordination au service conseil, qui est la CSC. Ça, c'est un organisme gouvernemental qui est géré par l'UPA et le MAPAC. Puis, il est chargé d'administrer le programme Service Conseil par le biais de, tenez-vous bien, les réseaux agriconseils. Okay? Donc là, il y a 13 réseaux agriconseils qui relèvent de la coordination, là, mais relèvent ish, là, dans le sens qu'ils ne relèvent pas directement. Là. Ces 13-là, ils ont chacun leur conseil d'administration, puis ils ont des directions qui relèvent de chaque conseil d'administration. Fait que quand un producteur agricole veut des services conseils, son guichet unique, c'est le réseau. Il appelle au réseau, puis le réseau va le dispatcher. Puis comme nous, nos membres, je veux dire, on est le réseau le plus étendu au Québec d'agronomes puis de services conseils non liés, ils finissent par atterrir à un moment donné chez nous. Là, le vrai comme en unique, compétition? Il y en a, ils sont vraiment... C'est le gouvernement. Ils sont chargés d'administrer un programme qui vous subventionne jusqu'à 50 % de votre facture quand vous voulez des services conseils. Nous, on n'administre aucun programme. Là. Moi, je suis à la limite comme vous avec vos syndicats régionaux, les agricultrices de l'Estrie, les agricultrices de Montérégie. Nous, on a des clubs conseils en Montérégie, au Bas-Saint-Laurent, en Abitibi. C'est un membrariat, en fait. Exact. Puis on les représente comme fédération, auprès du comme gouvernement. Nous, on représente. Il y a plein de tables, exemple, comme on a des gens du terrain, on va être consulté quand vient le temps de réformer le règlement sur les entreprises agricoles, par exemple, ou revoir le programme Prime Vert, revoir des fois les homologations de pesticides, ces choses-là. Il y a des consultations qui sont faites. Nous, souvent, on va être la porte d'entrée, on va regarder avec nos membres, c'est quoi notre opinion, puis si on produit un mémoire, s'il y a quelque chose. Là, fait qu'on est vraiment une fédération de représentation pour eux. Là. Super intéressant. Donc, tu es quand même dans le monde agricole. Tu oui, pas aller trop loin. C'est ça, je m'en allais dire. Je pense que c'est difficile de sortir le monde agricole de Philippe. Est-ce que ça se peut? J'ai jamais, je veux dire, j'ai eu la réflexion récemment. Ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé pour le privé. Dans le sens qu'une vraie entreprise privée, j'ai soit travaillé pour des institutions politiques là, ou pour l'UPA ou pour la Viapol. Puis, j'ai pas repris la ferme. Moi,
pense pas que je m'entendais assez bien que mon frère puis mon père pour faire ça. C'est correct. Non, c'est ça. C'est pas fait pour tout le monde. Finalement, il était plus mature que ce qu'il pensait. Ouais, c'est ça. Mais que mettons que mes compétences puissent servir quand même aux producteurs agricoles, moi, je trouve ça important. Puis, tu sais, veux pas, on est quand même chanceux aujourd'hui. Là, les technologies nous permettent de travailler. Puis ça, je pense que ça va être en tout cas, c'est un bon côté pour nos milieux ruraux. Là. Mais je pourrais pas avoir la job que j'ai là puis vivre à Saint-Camille si on était il y a juste 10 ans. Là, avant la COVID. Exact. Moi, la capacité de pouvoir être en télétravail plusieurs jours par semaine, ça me permet d'aller prendre de l'argent à Longueuil puis de tout le dépenser dans mon village. Fait que c'est comme une balance commerciale positive là, que j'amène dans ce temps-là. Mais c'est quand même un avantage énorme. C'est une belle qualité de vie aussi. Oui, là, on ne se le cachera pas. Là, je veux dire, sinon, les salaires disponibles, c'est pas la même chose. Il faut dire, notre géographie fait qu'on est proche de Sherbrooke, là, mais il demeure que c'est un défi. Qui sait, peut-être que l'enseignement dans ton futur aussi. Je te verrais prof, en tout cas. Ah, c'est gentil. Va l'enseigner dans des classes agricoles. Yes. Bien, Philippe, merci beaucoup pour ton temps. Merci d'être venu nous parler de ce super projet. Peut-être, avant de terminer, aurais-tu un conseil à une municipalité qui voudrait mettre de l'avant l'agriculture et développer un peu un modèle comme Saint-Camille a fait? Oui, les plans de développement des communautés nourricières, honnêtement, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée. Là. Le gouvernement avait son programme qui permettait d'en financer, mais au-delà de dire, même sans des ressources financières du gouvernement, les gens peuvent se concevoir des planifications, identifier la nourriture est produite comment dans leur communauté, elle est vendue où, les gens mangent quoi. Je pense juste ça peut être un bon point de départ pour une communauté intéressante. Bien, merci beaucoup, Philippe. Oui, merci, Philippe. C'est ce qui conclut cet épisode sur comment l'agriculture peut transformer une communauté. Merci beaucoup à Philippe Pagé d'avoir été présent. Nous espérons que nous vous avons donné l'envie de visiter Saint-Camille. Je sais que moi, j'ai bien envie. Catherine moi aussi, vraiment. Yes. Même d'y habiter, peut-être? Ah, peut-être. Qui sait, peut-être un jour. Donc, merci. Restez à l'affût de nos prochains épisodes. Puis d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Bye!